Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, bienvenue à Géopolitique du Sahel. Nous parlerons ce matin et aujourd'hui des présidentielles au Rwanda et des élections qui ont vu la victoire du président sortant Paul Kagame pour un nouveau mandat de 5 ans. Une victoire sans surprise, certes, sans saveur, diront certains. Donc, retour tout de suite sur l'histoire où une élection où Kagame est devenu pour un 5e mandat ou pour 5 ans de plus supplémentaire président du pays. Pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir donc notre consultant Ifriqiya FM et professeur universitaire Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lila. Et bien sûr, nous accueillons par téléphone depuis Paris Prince Koya, spécialiste en questions internationales et africaines. Prince Koya, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Alors, pour commencer, Prince Koya, donc on a vu des élections présidentielles et législatives au Rwanda qui quand même ont focalisé l'attention de la communauté internationale, mais également africaine, puisque finalement Paul Kagame obtient 99% des suffrages, ce qui est un score qui est remarquable. Pour certains, ils diront que peut-être c'est une autocratie, mais en tous les cas, pour lui, il se félicite du plébiscite et de la confiance que lui a donné son peuple. C'est du moins ce qu'il a dit. Que doit-on dire justement de ces présidentielles, le Prince Koya? Écoutez, premièrement, oui, effectivement, nous pouvons constater qu'il a été élu avec près de 99% des voix exprimées. Il y avait deux opposants en face de lui, qu'ils soient fantoches ou pas, Franck Habineza et Philippe Mapiyana. Donc, c'est un score, comme le diraient d'autres, un score soviétique. Mais toujours est-il que nous pouvons constater que les résultats sont comme tels et Monsieur Kagame donc remporte cette élection. Alors, il y a certes de l'autocratie, il faut le dire, parce que on va le voir peut-être au cours de notre entretien. Il y a eu des intimidations, des gens qui ont été poursuivis, mais de l'autre côté, c'est quelqu'un qui a également une grande sympathie auprès de son peuple, notamment il est vu comme héros national, libérateur également en 1994 donc, du génocide avec son SPR, la justice des Gachacha qu'il avait également mis en place pour assurer une paix sociale. Et donc il a réussi à mettre son pays sur la carte de l'Afrique, sur la carte du monde. Donc je pense que son peuple tient compte un tout petit peu également de ces résultats-là, sans qu'on ignore finalement également tous les déboires ou toutes les casseroles qu'il peut traîner non seulement dans son pays, mais également avec son voisin congolais. Oui. Donc je pense qu'il a été élu notamment pour ce qu'il fait profiter finalement à son peuple. Oui, au fait, Paul Kagame, un président du pays depuis plutôt de 24 ans, donc Abdelkader Soufi, plébiscité encore pour 5 ans supplémentaires. Il a remercié son peuple en disant que c'est toute la confiance qu'il a en lui. Il a fait très peu de cas donc de son opposition peut-être, mais de toute façon quand on voit le suffrage, ça veut dire que c'est peut-être tous les Rwandais qui ont voté pour lui. Est-ce qu'on a voté pour un Paul Kagame, l'homme du salut, puisque de toute façon, ce Paul Kagame est resté au pouvoir, ou il est venu au pouvoir juste après, comme disait donc Prince Koya, le génocide rwandais entre les Tutsis et les Hutus. Il a même installé les tribunaux de Gachacha qui ont pu faire un petit peu ce qu'on appelle le travail de justice, ce que la justice en elle-même seule n'aurait pas pu faire. Oui, en fait, donc 99% des voix exprimées.
Et pour un 5e mandat, il faut rappeler que le nombre de mandats est une action qui est choisie par les hommes. Ce n'est pas quelque chose de fixe que l'on doit fixer à 2, 3 ou 4 ou 5. C'est tant mieux pour les Rwandais, du moment qu'il y a une stabilité. C'est ça le plus important, qu'il y ait un développement et qui est palpable et sensible, et que les Rwandais ont été votés et que tout s'est passé dans la sérénité. Maintenant, qu'est-ce qui prime chez les Rwandais? Les Rwandais sont passés par une situation qui ne fait pas de jaloux. Très difficile. Voilà, donc un génocide intercommunautaire, et que l'ancien partenaire ou l'ancien colon français effectivement restait les bras croisés au moment où tout le monde tuait tout le monde, silence on tue, et qu'aujourd'hui grâce à cette stabilité, que le Rwanda non seulement se réconcilier avec elle-même, les citoyens se réconcilier, il y a plus de Hutus et Tutsis, il y a des Rwandais, il y a un développement sur le plan scientifique, économique, il y a un PIB qui est l'un des meilleurs en Afrique, et cela, il faut le dire, c'est grâce à ce système qui a été mis en place, et grâce au président sortant nouvellement, Paul Kagame. Réélu, Paul Kagame, exactement. Donc, personnellement, ce système qui a été mis en place, qui a réconcilié tous les Rwandais, mais surtout qui les a mis tous au même pied d'égalité. Donc, il n'y a plus de différences communautaires ou autres. Ce qui compte, c'est le Rwandais, ce qui compte, c'est le Rwanda. Oui, très bien. Justement, Prince Koya, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que finalement, Paul Kagame aujourd'hui a tenu aussi longtemps parce que les Rwandais, Tutsi ou Hutu, de toute façon, on parle pas de ça, on parle du Rwandais en lui-même, et quelque part reconnaissant. Est-ce qu'il n'y a pas de la reconnaissance à cet homme, vu que de toute façon, c'était un petit peu la période post-génocide, que cet homme représentait un petit peu comme l'homme du salut, comme je le disais donc Abdelkader Soufi? Tout à fait, mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que il faut pas aussi, moi je ne crois pas qu'il est aimé à 99% ou 100% dans son pays. Hein. Oui. Les grands prophètes des grandes religions n'ont pas fait l'unanimité, à plus forte raison Paul Kagame. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas lui enlever finalement quelque chose, c'est qu'il est héros national. Il est dépeint comme tel, il a libéré son peuple, il a assuré la justice traditionnelle, il a stabilisé son pays, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, croissance économique à 8%, PIB à 45 milliards pour un petit pays de 10 000 kilomètres, il ne faut pas l'oublier, un tout petit pays, et il a réussi à mettre son pays, comme je le disais, sur la carte de l'Afrique, hein, lorsqu'il dirigeait l'UA. Il a réussi à mettre son pays sur la carte du monde avec une diplomatie de soft power. Sur le plan militaire, il a réussi à doter son pays d'une grosse armée qui intervient même dans les missions de paix dans les pays africains, notamment au Mozambique. Donc il a fini par non seulement consolider la paix dans ce pays, mais par redorer le blason de son pays et de redonner sa dignité aux Rwandais. Au point où le Rwanda est aujourd'hui devenu une terre qui était susceptible d'accueillir des migrants qui venaient de la Grande-Bretagne. Donc toutes ces choses sont à son actif et ce ne sont pas des choses qui sont invisibles. Bien au contraire, ces actions sont ostensibles, visibles de tous. Et donc, je pense que c'est cela, quelque part, qui lui donne aussi le mérite en tant qu'homme politique. Parce que ce qu'on attend d'un homme politique, c'est qu'il organise son pays, qu'il structure son pays, qu'il permette la vie au sein du pays. Et ça, quand même, il le réussit. Il le réussit, mais comme je le dis, cela ne doit pas empêcher finalement qu'on puisse émettre effectivement des critiques sur le fait que la vie politique dans son pays ne soit pas totalement pacifiée. Mais évidemment, toutes ces choses à son crédit permettent évidemment qu'il puisse obtenir cette élection. Et ça ne doit pas gêner, parce que les peuples sont libres évidemment de choisir leurs dirigeants.
Il faut dire aussi que Abdelkader Soufi, que de toute façon, en dépit de ce score qu'il a obtenu, d'ailleurs on dit que c'est l'un de ses meilleurs scores depuis que il est donc président. Il faut dire que les autres scores précédents, celui de 2017, n'était pas très très loin non plus des 99. Ça tourne autour de ça. Sauf que c'est un petit peu le meilleur score cette année, c'est-à-dire le 2024. En dépit de cela, il faut pas oublier que il y a quand même des critiques qui émergent ici et là. Il y a un taux de chômage, il y a quand même une crise, même si effectivement il y a ici aussi crise donc avec le pays voisin, la République démocratique du Congo, notamment dans la région du Kivu à Goma. Donc toutes ces questions sont en suspens, mais on dit que quand même, en dépit de tous les points positifs qu'on lui retient, c'est un régime ou c'est une force ou c'est un, si vous voulez, c'est des tendances ou c'est un résultat quand même autocratique. Vous en pensez quoi, Abdelkader Soufi? Vous savez, en sciences politiques, on a tendance à dire que le pouvoir est scindé donc entre deux parties, une partie d'opposition qui est de 5% et une partie au pouvoir qui est de 5%. 90% c'est le reste de la population et c'est l'opinion publique. Et cette opinion publique, elle chavire ou elle vire toujours du côté de celui qui saura la convaincre. Les Rwandais aujourd'hui sont derrière, ils acceptent ceux qui sont derrière, donc le président, et même ceux qui sont contre ou qui s'opposent, donc acceptent cette situation parce que ils n'ont pas d'atout ou de moyens pour le contrecarrer. Ce qui fait que l'opposition reste nulle et caduque. Mais elle est toujours là. Il faudrait qu'elle trouve le bon moyen de s'opposer. Alors que lui, il ne lui offre pas cette possibilité, combien même il y a des maux de société. Aucune société au monde, quelle qu'elle soit, et quel que soit son potentiel économique, juridique, social et autres, il y aura toujours quelque chose à dire. Oui. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours du pain sur la planche. Le Rwanda a fait des choix. Parmi ces choix, politiquement, il est l'un des rares, sinon l'un des seuls pays africains qui garde cette relation directe avec Paris. Oui. Donc, il n'a pas fait de coupure avec la France. Les intérêts des uns et des autres sont sauvegardés. Sauf que le Rwanda a pris une autre dimension, un autre choix dans la gestion, et il a donc opté pour l'anglais en tant que langue officielle, mais langue de sciences de recherche. Il a opté pour de nouveaux partenaires, notamment avec la Russie, avec qui il a réussi un gros pari, surtout en matière de sécurité, refaire l'armée, donc une puissance d'un petit pays qui se fait une place et qui se targue d'avoir le moyen d'intervenir ça et là, même en dehors de ses frontières. C'est un choix politique. Oui. Mais est-ce que ce choix politique est durable? L'avenir nous le dira. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, sur le plan économique, le Rwanda, il est là, il est solide. Oui. Est-ce que cette solidité est passagère? Parce que 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans dans la vie d'un État, c'est rien. Le plus important, c'est que avoir jeté les jalons d'un État sûr, puissant, et qui peut durer dans le temps et qui peut avoir justement créer ces traditions. Oui. Ces traditions qui feront parler de lui et qui lui ouvrent une place sur la scène internationale. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqiya FM. Prince Koya, justement, Paul Kagame réélu pour un autre mandat supplémentaire de 5 ans, l'homme fort du Rwanda. Est-ce que cela
a des conséquences, positives soient-elles ou négatives, sur ce qu'on appelle la relation ou les relations du Rwanda avec le monde extérieur, c'est-à-dire ses relations extérieures, notamment avec ses nouveaux partenaires, et y compris la France, apparemment, pour un pays pour lequel le Rwanda ne semble pas avoir des rancunes, en dépit de tout ce qui s'est passé. Nul besoin de rappeler l'histoire. De toutes les façons, je pense que le Rwanda a adopté une posture du nini aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle n'est ni ennemie de la France, après avoir soldé donc leur reliquat. La France a fini justement, et c'est ce qui a mis au crédit de Paul Kagame également, la France a fini par plier, reconnaissant sa responsabilité au moins dans la non-assistance au peuple au moment du génocide. Ça a été acté, il a réussi à l'avoir. Donc il a apaisé ses relations avec la France. Également, il a intégré le Commonwealth. Donc il est l'ami un peu quasiment de tous les pays aujourd'hui, de la Grande-Bretagne, de la France. Et donc finalement, ce résultat-là arrange bien finalement ces pays. Il n'a pas forcément d'ennemis ou des adversaires. Donc je pense que ces pays se frottent les mains, ils n'ont pas rougi de ce résultat. Mais ça peut paraître aussi contradictoire parce que dans d'autres pays, évidemment avec des 80%, la France et certains pays se mettent à critiquer des présidents africains, leur disant que finalement c'est des scores soviétiques et ainsi de suite. Mais dans le cas de Paul Kagame, je ne pense pas qu'on aura affaire à ce genre de critique. Donc, et ça pourrait aussi nourrir un peu quelque part la bouche de ceux qui disent finalement que les pays occidentaux, donc partenaires aujourd'hui de Paul, sont quelque part complices aussi finalement de cette politique à géométrie variable qui consiste à encenser ceux qui sont proches d'eux et qui consiste à critiquer évidemment les pays qui s'éloignent donc de leur ligne. Mais Paul n'est pas ennemi d'aucun pays aujourd'hui occidental, il a soldé tout ce qui était, et donc ce résultat marque une forme de continuité finalement dans les relations qu'il pouvait avoir avec ses partenaires étrangers. Pour les pays occidentaux, même pour les pays africains, notamment la RDC, c'est une autre affaire. La RDC est évidemment, on va dire en rogne, parce qu'elle est en guerre quand même déclarée contre le Rwanda, même si le Rwanda ne le dit pas, l'état de guerre constaté. Et donc, pour les Congolais, oui. Pas une bonne, il y a effectivement crise entre les deux pays, c'est ce qu'il faut dire, voilà. C'est-à-dire que ça, ce n'est un secret pour personne que il y a effectivement crise entre les deux pays concernant la région donc frontalière qui est donc à l'est de la République démocratique du Congo. Justement, Abdelkader Sofi, est-ce qu'on n'a pas finalement choisi Kagame parce que tout simplement il a su jusque-là contrôler toute propagation de la crise, à savoir un embrasement peut-être de la région, en dépit de ce que lui reprocherait bien entendu la République démocratique du Congo, mais cela c'est un autre sujet, c'est-à-dire on pourrait y revenir rien que sur cet aspect. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que on voit que le Rwanda est en train d'avancer en pole position dans le continent africain. Alors Kagame étant conscient du rôle que pourrait jouer le Rwanda, peut-être c'est en tirer profit quelque part. Je crois que ce que reprocheraient les Congolais aux Rwandais, c'est cette intervention dans ce qu'ils appellent les affaires internes. Maintenant, en ce qui concerne Paul Kagame, c'est que je pense que c'est un homme sage et intelligent. Jusque-là, il a démontré. C'est celui qui a su faire les équilibres entre les facteurs exogènes et endogènes. Il a su rééquilibrer la situation à l'intérieur où donc il a mis tout le monde d'accord. Il y a plus de clivage. Donc il y a plus de société tribale ou sociétale. Il y a une seule société qui s'appelle le Rwanda. Il n'y a que le Rwandais. Sur le plan international, pour mieux gérer, donc il sait que le Rwanda est une convoitise au même titre que d'autres pays du monde africain. Surtout parce que lui, il a créé des équilibres en s'ouvrant sur la Grande-Bretagne, sur les États-Unis d'Amérique, mais il a gardé sa relation avec Paris. Il s'est ouvert sur la Russie, sur la Chine. Pourquoi? Pour créer une concurrence et créer des équilibres. Mais cette concurrence n'est pas une concurrence
j'allais dire, qui donne un avantage à l'un sur l'autre. Bien au contraire, c'est sauvegarder les intérêts de tous, tout en sauvegardant les intérêts de son pays. Et là, tout le monde travaille avec lui et tout le monde essaye, je pense, de le sauvegarder, car en le sauvegardant, on sauvegarde les intérêts. Tout est un jeu d'intérêts. Et c'est pourquoi, je crois que mon ami, votre invité l'a dit. Prince Koya. Ah oui, bien sûr. Prince l'a dit très bien. C'est que pourquoi dénonce-t-on un 99% ou un 90% ou un 80% quand celui qui a ce plébiscite est un allié sûr qui assure la continuité et la sauvegarde des intérêts. Ce ne sera possible que quand il y a opposition d'intérêts. Quand il y a opposition d'intérêts, quand vous avez 90%, vous êtes un dictateur. Quand vous avez 43%, c'est toute la population qui n'a pas voté pour vous. Voilà. Donc, il y a toujours à dire. Il y a toujours des lectures. Il y a toujours des lectures, voilà. Très bien, parfait. Vous faites bien de le dire d'ailleurs, parce qu'on a souvent, pour un petit peu rentrer dans cet aspect des choses, du regard peut-être occidental vis-à-vis de l'Afrique, souvent ridiculisé, peut-être souvent sous-estimé, parce que on dit que c'est un petit peu le pays où tout le monde passe avec des 90% de toute façon, ce qui paraît incroyable, et donc implicitement on parle de fraude. Mais là, le problème, c'est que même ce discours n'est tenu que lorsque les dirigeants, au fait, conviennent ou ne conviennent pas à certains régimes occidentaux. N'est-ce pas le cas, Prince Koya? Oui, écoutez, il y a des trucages dans les pays africains, ça c'est un fait. Maintenant, évidemment, ce que les pays occidentaux disent de nous ne doit pas être la norme. Oui. Là aussi, il est totalement OK avec cela. On n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes traditions. Dans certains pays africains, on a des chefs traditionnels, on a aussi eu des rois avant le système des présidents de la République. Donc, je crois à l'autodétermination des peuples, que les peuples puissent décider quel type de dirigeants qu'ils veulent avoir, avec quel type de pourcentage ils veulent élire. Moi, je suis totalement d'accord avec cela et qu'effectivement, on se débaptise quelque part de cette vision occidentale. Mais cette volonté de prendre notre indépendance ne devrait pas occulter également les bourrages d'unes, les trucages qu'il peut avoir dans les pays africains. Ce n'est pas le cas de Paul. Moi, je crois que Paul est vraiment aimé dans son pays, le président Paul. Moi, je le crois personnellement. Mais ce que je peux dire par rapport à son élection, et je pense que c'est un problème qui devra régler pour faire taire quelque part toutes les critiques, il doit pouvoir permettre une expression plurielle dans le pays. Parce que même ceux qui s'opposent à lui et qui sont hors du pays ont été chassés, ont été traqués. Je parle de Paul Rusesabagina, oui, qui était le héros de Hôtel Rwanda, qui a été traqué à l'extérieur. Je parle de l'ex-secrétaire du FPR et qui a été traqué également lui aussi. Donc je pense que pour légitimer son régime et pour prouver au monde que les élections sont totalement légitimes et ouvertes, non, en fait, il doit pouvoir permettre à tous les opposants qui comptent, pas des opposants à sa solde, mais des opposants qui comptent, de pouvoir s'exprimer et que dans les urnes, il puisse être celui qui gagne sur tous ces autres opposants. Oui. Deuxièmement, s'il ne le souhaite pas finalement, que la constitution de son pays soit révisée et qu'il instaure un parti unique comme en Chine. On ne lui en voudra pas parce que tous les pays sont libres de se doter de leur système politique. Et dans ce cas-là, dans le cas d'un système de parti unique, il pourrait évidemment essuyer toutes les critiques et effacer les critiques et justifier finalement qu'il reste au pouvoir encore 20 ans ou pas. Donc moi je pense qu'effectivement on a cette liberté, mais il faut la faire dans la clarté. Voilà. Donc finalement, Abdelkader Sofi, moralité, c'est que de toute façon, il est plébiscité. De toute façon, il a été choisi par son peuple, qu'on le veuille ou non. De toute façon, ce sont les résultats qui parlent. N'est-ce pas ceux-ci qui nous ont appris depuis longtemps que ce sont les urnes qui parlent et les urnes ont parlé. Mais peut-être que le Paul Kagame devrait, comme disait Prince Koya, s'ouvrir un peu plus davantage à son opposition et permettre cette diversité d'expression pour que tout le monde puisse se retrouver en tant que Rwandais dans ce pays, même si tous les avis ne sont pas forcément ou ne versent pas forcément dans le même seau. Vous savez, dans les systèmes internationaux qui régissent les États, ce sont des théories, au fait. Donc, lui, aujourd'hui, avec son 5e mandat, c'est un système ouvert.
Donc, on se présente autant de fois qu'est possible. Dans d'autres systèmes, on limite à 2, on limite à 3 mandats. Des systèmes qui prévoient un mandat de 4 ans, d'autres qui prévoient un mandat de 7 ans. En fonction de la Constitution. Voilà, donc 2 mandats de 7 ans, c'est 14 ans, et 14 ans, c'est 3 mandats de 4 ans ou plus. Dans d'autres systèmes, ce sont les royautés. Ça veut dire que le roi est là, tant qu'il est en vie, il peut rester jusqu'à 60 ans et plus, comme ce fut le cas de la reine Élisabeth II. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. Et Élisabeth II qui a détrôné son arrière-grand-mère Victoria, qui était à 62 ans, je pense, de règne. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le plus important pour les peuples, c'est de vivre dignement. Et quand la condition humaine est là, les peuples ne cherchent pas qui est-ce qui les gouverne. Pourquoi il y a un tel ou un tel? Le peuple cherche une vie décente. Sécurité, assurance, travail, possibilité de faire des vacances, d'élever ses enfants. Un bien-être social. Un bien-être social. Économique, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir X ou Y si on est bien? Est-ce qu'il faut changer pour le plaisir de changer? Mais ça, c'est une théorie, c'est une thèse. Maintenant, Kagame a cette possibilité de donner aux Rwandais la possibilité de vivre dignement. Oui. Est-ce que vous préférez une réélection d'un Kagame ou vous préférez un coup d'État qui ramène un pouvoir, combien même il peut être bon, mais illégitime. Alors que là, nous sommes dans une perspective à créer une dynamique pour l'Afrique. C'est vrai, certains diront qu'il n'y a pas assez de liberté, il faut s'ouvrir pour les libertés. Quoique ces libertés dont on cherche, dont on parle aujourd'hui, elles sont utopiques en Occident. Car regardez, aux États-Unis d'Amérique, vous avez 2 partis. Et vous avez à choisir entre les républicains et les démocrates. Le meilleur, c'est le pire. Voilà. En France, vous choisissez entre la droite et la gauche. Les centralistes aujourd'hui ont tout chamboulé. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez à choisir entre les travaillistes et les conservateurs. Mais dans tous les cas de figure, vous n'avez pas de choix, parce que le système est le même. Se reproduit. Ce qui se reproduit, ce ne sont que les faces d'une pièce de monnaie. Une fois le recto, une fois c'est le verso. Voilà, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Merci beaucoup Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes notre consultant à Effelria FM, professeur universitaire. Merci également à vous, Prince Koya, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous êtes spécialiste, vous êtes également docteur en questions de géopolitique africaine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel sur Effelria FM.